Donc à attaquer la deuxième table ronde, donc celle qui nous fait partir du port, celle qui nous fait lever l'ancre. Donc j'ai plaisir à inviter sur le podium Philippe Cavafian, Daniel Lefebvre, Yann Hervé de Rouec, Jérôme de Flessel, Hervé Lafaille, Francis Vallat, Laurent Michel et Christophe Clergeau. Voilà. On va essayer de faire court comme ça, pour quand il y a 2 ou 3 questions de la salle. Alors je vous rappelle le thème de notre seconde table ronde, après cet état des lieux, qui a outrepassé l'état des lieux, les conditions maintenant nécessaires au développement des énergies marines renouvelables, ce que les organisateurs, dans une bouffée d'air frais maritime, a appelé lever l'ancre. Alors, en 2 mots, si vous voulez, bien sûr, on a pu dégager lors de cette première table ronde combien les énergies marines renouvelables étaient un enjeu considérable au plan national au sens large, avec l'outre-mer, bien évidemment, au plan international, et c'est bien sûr grâce à l'ensemble de ces territoires d'outre-mer, incontestablement, qu'il peut y avoir une telle synergie. Et on peut dire, d'un certain point de vue, qu'une véritable course au leadership international est en train de s'engager. Alors bien sûr, notre pays a vocation à figurer parmi les grands pays des EMR. Alors nous allons aborder dans cette seconde table ronde un certain nombre de questions. Comment avancer sur le chemin de la compétitivité? Quels freins lever? Quel soutien? Comment garantir une bonne cohabitation des usages de la mer? Et puis, 2 questions, bien sûr, qu'on ne manquera pas certainement d'évoquer. La question du raccordement, la question également du financement. En un mot, si vous voulez, c'est le thème de notre table ronde. Comment accélérer pour optimiser ce formidable savoir-faire? Alors, j'ai plaisir à passer tout de suite la parole à Philippe Cavafian, qui est président du pôle éolien offshore du CERF et responsable par ailleurs pour la France de l'éolien en mer chez Areva. À vous, Philippe. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'ai la tâche délicate de sortir l'assemblée de la machine à café qui est derrière, j'ai l'impression. Mais je voulais saluer d'abord l'organisation de ces premières assises, parce qu'on le sent dans la salle, on le sent en écoutant la première table ronde. Les énergies marines renouvelables sont des énergies qui fédèrent. Et c'est le premier message important qu'on soulignera, c'est que la réussite des énergies marines, elle passera par la coopération, le travail collectif des industriels, des pouvoirs publics, aussi bien centraux que régionaux, et je dirais des savoir-faire français dans le domaine maritime qui seront, je pense, une clé essentielle de la réussite. Donc pour donner un tout petit peu de perspective sur les conditions du succès, je crois que c'est toujours important de se rappeler que les énergies marines sont en mer et que la mer, normalement, enseigne un tout petit peu de modestie. Donc la première je dirais, la première exigence, c'est que les technologies fonctionnent. Donc le premier défi que nous devons relever, c'est que les technologies des énergies marines doivent fonctionner en mer et elles doivent prouver leur fiabilité. Alors pour notre voisin qui parfois finance nos clients qui investissent des milliards, c'est toujours quelque chose à rappeler, puisque la première preuve à faire, c'est que dans la durée, ces énergies vont pouvoir être au rendez-vous de la fiabilité. Le deuxième défi à relever, ça a été déjà cité, c'est la baisse des coûts, puisqu'on peut envisager de subventionner les énergies marines pour démarrer, pour créer la filière. Je crois qu'il y a un très bon exemple avec l'éolien posé, avec une démarche qui a été entreprise en France. J'ai le rôle du grand frère, puisque pour faire écho aux propos de Jacques Jamin, je suis dans le pôle offshore du CERF, et on est un tout petit peu effectivement les pionniers d'une démarche, mais c'est une démarche qui s'applique à toutes les technologies des énergies marines renouvelables. Elles ont en commun de devoir, je dirais, rencontrer 4 conditions essentielles pour leur succès. Le premier, il ne faut pas l'oublier, c'est le soutien de l'État. Ce sont des énergies qui ont besoin d'un soutien fort pour pouvoir franchir les obstacles qui sont aujourd'hui devant elles. Les acteurs de la filière ont besoin d'une visibilité
afin de pouvoir construire les usines, les infrastructures et d'être au rendez-vous de la compétitivité demain. Il y a des obstacles administratifs qui nécessitent une simplification. Et si ces conditions sont remplies, en fait, nous avons tous un devoir collectif d'anticiper pour permettre d'être, je dirais, à l'horizon 2020, dans les attentes du gouvernement et des objectifs de la transition énergétique. Alors, on va les reprendre une par une, ces conditions. Le soutien de l'État, je crois que ça fait écho à la première exigence, il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne, et il faut faire les choses dans l'ordre en procédant par étapes. Donc on ne peut qu'insister sur la démarche construite qui commence par des démonstrateurs, qui ensuite permet à des industriels de passer à des fermes pilotes avant de lancer des projets de plus grande ampleur à échelle commerciale. Alors chaque étape est nécessaire, il ne faut pas les brûler. Sauter une de ces étapes peut coûter très cher. L'expérience compte beaucoup. C'est ce qu'on a vu dans l'éolien posé en observant ce qui a été fait à l'étranger. Je dirais que même dans l'éolien posé, une ferme pilote ou un champ expérimental en France n'est peut-être pas un luxe qu'on devrait snober d'ici aux installations des premières fermes du premier appel d'offres. Enfin, ce qui est un exemple à suivre, c'est l'approche de l'appel d'offres avec, comme ça a été rappelé, des exigences très claires pour la création de la filière. Je salue le travail des pouvoirs publics, la DG6 en a parlé, mais de suivi, d'accompagnement. C'est le cas de Windustry comme initiative, mais on le sent en région, on le sent dans les services centraux. Il y a une réelle volonté de l'État d'associer à l'attribution des champs un suivi de la création de la filière et, je dirais, le contrat est respecté et il doit avancer selon ces termes. Alors, le soutien de l'État, il s'applique aussi dans le maintien des mécanismes de soutien. Bien entendu, en fonction de la maturité des technologies, le mécanisme de soutien doit évoluer pour éviter de maintenir trop longtemps des subventions très fortes. Mais on peut imaginer qu'en passant d'une ferme pilote ou d'une phase de démonstrateur où le soutien de l'État est très fort en subvention, on évolue vers une solution de tarif, qui est le cadre des appels d'offres, et lorsque le volume est atteint, on peut évoluer vers des mécanismes, à l'exemple de nos voisins anglais, avec ce qu'on appelle un marché plus prime ex post. Alors là, je vous dois une explication. C'est tout simplement, je dirais, non pas une subvention qui serait garantie, quelles que soient les conditions de marché, mais c'est une condition, c'est une subvention qui sera là pour garantir une rentabilité minimum du projet dans la mesure où les conditions de marché ne rémunèrent pas assez l'électricien qui investit dans les EMR. Donc ça, c'est des évolutions qui sont tout à fait envisageables à partir du moment où, comme je le soulignais au début, les EMR ont pour objectif de rentrer dans la compétitivité qui est de toute façon internationale et qui nous permettra de garantir à nos industries les débouchés nécessaires. La visibilité dont tous les acteurs ont besoin, elle est primordiale parce qu'on ne construit pas des usines sans savoir ce qu'on va fabriquer dedans. On ne peut pas équiper des ports comme celui de Cherbourg, comme celui de Brest, comme celui du Havre, sans savoir quelle est l'activité qui va être sur ces polders. Et donc, il y a tout un travail fondamental qui consiste à identifier le potentiel de chaque technologie, ce qu'on appelle le zonage. Et là, je tiens à souligner le travail qui est fait au sein des syndicats, mais avant tout avec une très bonne coordination entre les pouvoirs publics, la DGEC, les régions, pour identifier les zones propices, mais inclure tous les acteurs locaux dans la phase de concertation qui est primordiale pour que les potentiels, entre guillemets, techniques ou théoriques se traduisent par des zones réelles demain où on pourra, en très bon respect des autres usagers de la mer,
trouver la cohabitation nécessaire entre les énergies marines et les autres usagers. Le potentiel, alors on pouvait discuter un peu des chiffres, mais sur l'éolien posé à l'horizon 2030, c'est 15 gigawatts, 6 gigawatts pour le flottant, 3 gigawatts pour l'hydrolien. Nous sommes aujourd'hui pas très loin de ce qu'on pourrait appeler le Koweït de l'hydrolien, puisque je crois que la Basse-Normandie est à l'hydrolien, ce que le Koweït est au pétrole. Mais dans tous les cas, il faudra, pour pouvoir extraire ce pétrole de nos ressources qui sont à portée de main, il faudra le faire en très bonne concertation avec tous les acteurs. Et dernier élément important pour la visibilité, c'est le calendrier. Et là, je laisserai notre collègue de RTE donner sa perspective. Mais ce qui est très important pour les industriels et pour tous les acteurs de la filière, c'est de savoir quand on peut installer les éoliennes ou les autres EMR, c'est-à-dire quand il y a un câble pour raccorder. Il y a beaucoup d'obstacles que nous avons en commun, que ce soit entre les technologies ou entre les acteurs. Et s'il y en a un, je crois, qui nous rassemble avec RTE, industriel ou maître d'ouvrage, c'est très certainement la complexité administrative qui est devant nous. Je crois que tout le monde a une grande confiance dans nos capacités d'ingénieurs en France. On a beaucoup de perplexité sur le millefeuille administratif qui s'applique sur le domaine public maritime, la loi sur l'eau, quand on est en zone économique exclusive. Enfin, il y a un certain nombre de complexités administratives dont on ne peut que souhaiter la simplification. Là encore, on a le soutien de l'État. On a un grand espoir dans la loi sur la transition à venir. Qu'est-ce que vous attendez de cette loi? En fait, une autorisation unique, c'est un des éléments. Je dirais qu'un autre aspect, ça serait de pouvoir encadrer la procédure des recours, non pas, je dirais, en tout cas, sous deux dimensions. La dimension des délais, pour savoir quel est le risque maximum sur le calendrier qu'une série de recours peut générer, et probablement, pour les recours, aussi simplifier les niveaux de procédure, c'est-à-dire éviter que des appels montent jusqu'au Conseil d'État et ralentissent encore plus les projets. Donc là, la difficulté, elle est simple. On rentre dans un calendrier d'appel d'offres avec une zone très floue. C'est la zone où on a son obtention de permis, mais les recours retardent l'exécution opérationnelle du projet. Donc, avec ce soutien, je dirais, avec les atouts qu'on a en France, la responsabilité collective qu'on a, ça va être l'anticipation. Le raccordement, je crois que les délais du raccordement n'ont rien à envier avec... On va y venir peut-être tout à l'heure, hein, je crois, avec RTE. Merci. La question des infrastructures portuaires et industrielles. Et le point important, parce qu'on pense souvent aux usines et aux quais, mais la dimension de la formation, l'anticipation pour la création d'emplois, en fait, il faut mettre en face aussi les compétences, le développement des compétences en France. Bien sûr, on peut s'inspirer de l'exemple qu'on a à l'étranger. Il suffit de tirer les leçons et d'anticiper. Mais je dirais, dans le domaine maritime, on a beaucoup d'atouts. Dans le domaine industriel, on a beaucoup d'atouts, mais il faut les concentrer ou les orienter vers l'application spécifique des EMR. En conclusion, je voudrais juste souligner le grand optimisme que je souhaite transmettre aujourd'hui, parce que les EMR sont à un stade de développement où il y a encore beaucoup de place pour ce que j'appellerais le génie français. J'ai une grande foi dans les capacités d'innovation ou d'ingénierie que nous avons déjà mises en œuvre. Monsieur Clergeau vous donnera peut-être quelques exemples dans sa région. Il y a des programmes de R&D qui ont commencé il y a quelques années, voire quelques mois, et qui portent déjà leurs fruits dans un domaine où il est encore possible, en appliquant une bonne coordination entre les métiers qui sont autour de la table, une bonne application d'ingénierie qui existe dans d'autres domaines, on peut trouver des gisements de productivité dans les EMR
pour en améliorer la fiabilité et surtout en diminuer le coût, ce qui sera à terme le meilleur garant pour la réussite du secteur. Donc je voudrais juste vous laisser avec ce message d'optimisme et remercier encore une fois, je dirais, cette fédération de talents que je constate dans notre domaine. Merci beaucoup, Philippe. Une dernière question très rapidement, très concrète, qu'un certain nombre de personnes dans la salle se posent. C'est quand l'installation des premières machines? Dans le cadre des appels d'offres pour l'éolien posé, on est en train de parler aujourd'hui au mieux de 2018. Alors là, je pense que... 2018, réaliste, possible, certain? Là, il faut que je passe le micro à mon collègue de RTE. Je pense une des questions que nos clients se posent, c'est quand est-ce que les raccordements seront disponibles. Il nous le dira sans doute tout à l'heure. Merci. Je vais passer tout de suite la parole, en attendant de passer au représentant de RTE, à Daniel Lefebvre. Merci Daniel de votre présence. Je rappelle que vous êtes vice-président en charge des usages maritimes au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Immédiatement, on sent le vent marin qui se lève. Comment vivez-vous toute cette évolution? Avant, finalement, les pêcheurs ont été pendant des siècles les seuls travailleurs de la mer. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'activités. Comment voyez-vous la cohabitation, par exemple, dans les nouveaux parcs? Je crois que la concertation s'est bien opérée. Quelle est un peu votre vision? Oui, vous le rappelez, il y a très longtemps que nos activités en mer, et en particulier dans la Manche, pour ce qui concerne la région, mais au niveau national, sur l'ensemble du littoral, où il y a quand même un tissu socio-économique pêche très important, qu'il faut à tout prix préserver, et non pas essayer de remplacer une activité par une autre, et à terme supprimer une activité essentielle pour l'ensemble de nos ports, en particulier la pêche artisanale. Alors comment qu'on le vit? Écoutez, pour nous, voilà maintenant 12 ans que nous sommes plongés dans ces différents projets de MR, l'éolien d'abord, puis maintenant les moulins à eau au Raz-Blanchard. Il est essentiel de rappeler que les pêcheurs ne sont pas opposés aux EMR, contrairement à ce qu'on a pu entendre par certains médias ou certaines presses. Ils ont, comme vous le dites, depuis toujours eu l'habitude de cohabiter avec l'ensemble des usagers qui, au fur et à mesure des siècles et des années, sont entrés effectivement dans le milieu maritime, hein, donc traditionnellement, bien sûr, la royale, le transport, le commerce, et puis les granulats, parce qu'il n'y a pas que, malheureusement, pour ce qui concerne la compétitivité, il y a aussi tout ce qui concerne d'autres usagers, le granulat, le clapage des boues en mer, et beaucoup d'autres choses qui seraient les câblages importants. Du monde. Il y a forcément du monde, mais l'intérêt, c'est que là, j'ai le droit qu'à 6 minutes, donc je pourrais parler l'après-midi complète, mais vous allez me couper, ça je sais. Donc demain, je présenterai effectivement, à l'aide d'un PowerPoint, la déclinaison de la pensée nationale au niveau régional, puisque nous sommes en Basse-Normandie et en particulier à Cherbourg. Donc nous avons l'avantage d'avoir 2 façades maritimes en Basse-Normandie, une à l'ouest et une à l'est, hein, donc Manche-Est, Manche-Ouest. Donc là, par imagerie, je vous montrerai un petit peu les propos que je tiens aujourd'hui, qui ne sont pas effectivement si simples qu'on ne pourrait le croire en matière d'usagers de pêche. Alors aujourd'hui, bien sûr, on assiste à une multiplication, et ça depuis 2012, mais ça s'est amplifié en particulier depuis 2009, parce que nous avons fortement regretté la position de l'État en 2012, après les grandes annonces qui ont été faites. Hein. C'est vrai qu'on a fait mieux, nous, puisque c'était 20%, mais on a mis 23, la barre assez haute en 2020. Bon, ça c'était un choix français. Cocorico, on est les meilleurs. Pour l'instant, il n'y a encore aucun champ d'activité. Donc, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est être acteur de tous les projets, très en amont, concernant un projet de parc qui soit hydrolien, EMR, et puis pour d'autres régions, le flottant et le houlomoteur. Donc, plus les professionnels sont concertés en amont, je peux dire avec un peu de recul que mieux ça se passe en fait. Et surtout que les intérêts des activités pêche soient effectivement prises au sens large du thème et dans toutes leurs composantes. Donc il est nécessaire pour nous de planifier le développement des parcs EMR en tenant compte de l'ensemble des autres activités. Et c'est vrai, ce matin, pas ce matin, mais tout de suite, vous avez parlé d'une planification directive communautaire. Je crois qu'on a mis aussi là un petit peu la charrue, encore une fois, avant les bœufs. On fait des grandes annonces et puis après, chacun débrouillez-vous. Et je plains effectivement les promoteurs qui, depuis 2002, ont tous eu des projets. Pour notre part, on a rencontré
à peu près 24 promoteurs qui sont venus nous trouver à la queue leu-leu, aussi bien les professionnels que les services de l'État, sans que personne ne puisse apporter une réponse concrète, faute de planification. 2009, l'État reprend les choses en main et ça se passe un peu mieux, disons. Alors comment on voit la cohabitation, bien sûr, maintenant, dans les nouveaux parcs marins, quels qu'ils soient? Les pêcheurs souhaitent que les activités de pêche et les EMR ne soient pas incompatibles. On l'a dit, on le vit tous les jours maintenant avec les projets, et qu'une cohabitation puisse s'exercer. Je pense qu'elle est possible, si chacun y met un peu du sien. S'il devait y avoir des secteurs d'interdiction, et c'est là la crainte des professionnels, des activités de pêche, ils doivent être le plus restreint possible. En effet, l'entrave à la pratique de certains engins, voire le gel de zones de pêche, entraînerait des conséquences nuisibles pour l'ensemble de la filière. Avec le problème, mais ça on l'imagera demain, parce que les paroles c'est bien, mais d'avoir une photographie de l'ensemble est largement mieux. La pêche perd une zone, il est bien évident que les bateaux ne restent pas à quai, désarment et puis terminé. Non, ils se déplacent, les navires. Donc chaque interdiction engendre des effets pervers de ce qu'on appelle les déplacements des flottilles. Donc problème de cohabitation entre pêcheurs eux-mêmes, souvent très compliqué, et aussi augmentation de l'effort de pêche dans des zones qui étaient peu ou pas travaillées dans l'immédiat. Alors, des études, bien sûr, préliminaires sur les activités de pêche et sur la ressource halieutique doivent être menées pour permettre de favoriser cette cohabitation. En effet, il n'y a pas d'incompatibilité de principe. Exemple, les hydroniels dans le cantonnement à crustacés de la Hauraine, mais les pêcheurs seront vigilants à ce que les impacts sur les espèces pêchées soient pris en compte. Et c'est vrai qu'on le voit, encore une fois, la planification n'ayant pas eu lieu en 2002, elle a eu lieu en 2009. Pour notre part, nous, ce qui nous concerne, c'est qu'on est amené démarché par des cabinets qui nous demandent des données. Qu'est-ce que vous faites dans ce secteur-là? Là, je pense que c'était, pour du coup, à l'État de reprendre ça en main et d'avoir une étude globale après le schéma d'aménagement des sites retenus. À mon avis, c'était à l'État de mettre en place tout ce qui est concerné les activités de pêche grâce aux statistiques que l'État est censé posséder concernant les activités de pêche et mettre à disposition de tous les opérateurs la même information concernant telle zone. Là, on s'aperçoit que différents cabinets viennent nous voir en disant « Pouvez-vous nous donner vos activités de pêche ?» Alors, messieurs, ils sont à vendre maintenant. On n'est pas des philanthropes non plus. Donc, c'est sur le ton de la plaisanterie, mais c'est vrai que quel gâchis quand on voit toutes les études qui ont été menées, notamment sur les impacts des activités de pêche dans les secteurs donnés, alors que là, il y aurait eu une concertation nationale. Je pense que chaque opérateur et chaque projet aurait eu les activités en temps réel et la même information, et tout ça pas à coût de millions d'euros. Ça me semblait essentiel, mais bon, encore une fois, donc nous sommes, nous, contraints, pour répondre à tous les opérateurs, de mettre en place des activités pêche très, très pertinentes à l'échelle 1000 sur 1000, parce qu'on sait bien que les carrés statistiques, c'est une vingtaine de milles sur une quinzaine de milles, donc on voit les grandes surfaces, et quand ça concerne des tout petits bateaux à la côte, il est bien évident que les carrés statistiques nationaux n'ont aucune incidence pertinente pour répondre aux besoins des opérateurs. Donc nous travaillons nous-mêmes, et ça prend du temps, ça prend du personnel, ça coûte de l'argent pour répondre à un opérateur. Nous l'avons déjà fait pour EDF, c'était l'exemple, donc il y aura une carte qui sera présentée demain, mais elle sera anonyme, pour vous montrer le travail que nécessite pour répondre aux opérateurs la déclinaison à petite zone des activités de pêche de nos petits navires concernés par l'éolien ou par l'hydrolien maintenant. Alors les EMR peuvent-elles contribuer au développement des ressources? En tout cas, il y a un certain nombre d'études d'impact qui le montrent à l'étranger, par l'enrochement ou oui. autre. Alors, quelle est votre position là-dessus? Oui, alors... Est-ce que ce n'est pas une chance, finalement, pour la pêche, au-delà de la Oui, compatibilité des activités? Oui, dernièrement, en Allemagne, j'ai participé à un colloque franco-allemand, Bremerhaven, hein, ville jumelée avec Jarbeau, ça tombe bien, où j'étais pratiquement le seul pêcheur à pouvoir intervenir, donc on m'a forcément regardé avec des gros yeux, et puis il y en a un qui m'a sorti, effectivement, cette... mais écoutez... puisque vous êtes en surcapacité de pêche, alors c'est le mot qu'il ne fallait pas dire, les éoliennes vont permettre la disparition de la surpêche.
c'est quand même un peu fort de café. C'est pas la question que je vous posais. Non, mais ça revient à peu Ah près non, au même. non, non, et ça c'est n'a pour rien ça à que voir. si, Dans si. quelle mesure est-ce que les énergies marines, à c'est pour partir ça que je vais vous d'enrochement, répondre. permettraient Je de vous réponds. multiplier la ressource? C'est pas du tout le trop-plein, on le met là. Hein. C'était différent comme question. Vous parlez des étrangers, je vous parle de la réponse qui m'a été faite dans un certain endroit, Pas pareil. notamment avec les récifs artificiels, dont on va y venir, bien sûr, puisque c'est de quoi vous parlez. Alors, les développeurs mettent souvent en avant, effectivement, les parcs EMR pourraient constituer des réserves. En avoir un effet récif artificiel, les pêcheurs là-dessus sont très réservés sur le sujet, dans la mesure où les fonds marins vont être modifiés, donc les fonds sont forcément modifiés par le chantier d'installation, que les câbles émettent des ondes potentiellement impactantes pour les populations halieutiques, etc. D'autre part, pour peu que les parcs EMR aient effectivement de tels effets, ce qui resterait à démontrer dans les zones concernées, il ne s'agirait pas d'un développement des ressources, mais tout au mieux une attirance de certains individus dans la zone. Il ne peut vraisemblablement pas y avoir de plus-value en termes de biomasse. C'est pourquoi les pêcheurs restent prudents. On attend de voir. Et cette question de plus-value en termes de Quant biomasse, à l'utilisation de tels arguments par leurs interlocuteurs. Mais c'est vrai que chacun nous fait comprendre qu'effectivement, ça sera un plus pour la pêche. En revanche, et c'est là que je vous réponds pour terminer, en revanche, on pourrait peut-être envisager de concilier l'implantation des EMR avec de nouvelles formes d'aquaculture, par exemple. Là, certainement qu'il y a un potentiel intéressant à laquelle les professionnels travaillent. Qu'est-ce qu'on fera dans les parcs si on ne peut plus y pêcher? Il y a peut-être des opportunités. Il y a sans doute une opportunité quand on sait que la France, via Ifremer, était à l'origine de la mise au point de la plupart des technologies aquacoles. Alors que malheureusement, pour beaucoup de raisons, l'accès au foncier est pratiquement impossible pour développer l'aquaculture le long du littoral français, qui ne s'y prête pas vraiment d'ailleurs. Alors un quatrième point, est-ce que les pêcheurs vont avoir un rôle dans l'activité d'un parc? Les parcs EMR vont avoir des répercussions importantes pour les activités de pêche, et les professionnels souhaitent pouvoir être associés de A à Z à leur mise en place. Mais il faut noter que l'expérience des professionnels peut se révéler très précieuse dans les collaborations avec les développeurs. Ils sont les seuls à disposer d'une connaissance extrêmement fine et précise du milieu marin, comportement des espèces, nature des fonds, phénomènes d'érosion, etc. C'est pourquoi il est très important d'associer les comités régionaux, du coup, au suivi qui seront réalisés dans les parcs EMR. Ça me semble essentiel que les compétences pour une certaine acceptabilité de la mise en place d'un parc, que les compétences professionnelles des usagers pêcheurs soient effectivement expertisées, et ça pourrait rendre de grands services à certains opérateurs qui regardent la mer, bien souvent de Paris, avec des jumelles à l'envers, en regardant, il ne se passe rien en mer. Mais ça, on le verra demain dans l'exposé, puisque j'aurai droit à 10 minutes, donc ce sera un peu plus technique. On y a 10 minutes. Oui, excusez-moi, alors je finis. Ah non, mais je ne sais pas ce que je voulais dire non plus. N'y a-t-il pas des opportunités d'emploi? Grande question à laquelle on a réfléchi à Paris, au comité national. Les pêcheurs veulent avant tout rester des pêcheurs, ça c'est le point fondamental. Garantir la pérennité de leurs activités, mais il y a sans doute des opportunités de diversification pour les pêcheurs, compléments d'activité qui seraient intéressantes d'explorer. Voilà pourquoi le CNPM, notamment, spécialement, à cause, depuis 2002, on réfléchit effectivement à cette opportunité d'un complément d'activité qui pourrait intéresser en particulier les petites flottilles, à cause du mauvais temps, certaines périodes de l'année. On parle du pescatourisme, ce qu'on appelle nous la promenade des touristes en mer, pour aller visiter, pourquoi pas, non pas les hydroliennes, mais au moins les éoliennes, et puis bon, peut-être des activités de maintenance, enfin d'expertise, etc. Donc il y a forcément donc le Comité national et les pêcheurs en général, pour permettre aux pêcheurs de saisir cette opportunité de diversification de leur métier en fonction des nouveaux usages. Nous avons réfléchi et milité pour l'instauration d'un BTS de pêche et de gestion de l'environnement marin, justement pour pouvoir être prêt à répondre. Mais pour nous, et c'est la conclusion, nous avons vécu avec nos collègues britanniques, parce qu'ils sont souvent cités en exemple, et c'est vrai que nos projets n'ont rien à voir effectivement avec ce qui concerne le Royaume-Uni. On a vécu, il y a très longtemps, la disparition de ports de pêche entiers, donc une activité en particulier en Angleterre et dans le sud de l'Écosse. Lorsque le pétrole offshore a été découvert, tous les marins sont partis, marins pêcheurs,
sont partis à l'offshore, soit en mer, sur les pétroles, soit sur les navires transbordeurs, ou qui plus est dans les raffineries qui se sont installées, notamment au Pays de Galles, etc. Donc des ports entiers ont disparu. Alors nous serons vigilants, pour ce qui concerne les 4500 km de côte française, à ce que la pêche artisanale et le tissu socio-économique que représentent les activités de pêche, au niveau économique des régions, mais aussi pour l'ensemble des Français qui viennent l'été en tant que touristes et de voir des pêcheurs encore en activité, à mon avis, c'est essentiel aussi, c'est un tout. Donc ça fait partie d'un tissu socio-économique qu'on n'est pas prêt à voir disparaître au détriment d'autres activités qui viendraient remplacer à terme un tissu socio-économique important, en Basse-Normandie bien sûr, mais au niveau national. Mais voilà, donc je répète que plus on sera associé très en amont, plus on prendra en considération le souhait des professionnels. Et on l'a vécu, nous avons un exemple en Basse-Normandie, mais j'y viendrai demain, pour développer un peu plus techniquement à l'aide d'un support, parce que je vous dis, vous me donnez la parole, puis j'arrête à 8 heures. Quoi. Voilà, donc j'arrêterai mon propos ici, et si vous avez une question, je n'hésiterai pas à y répondre. Ben merci en tous les cas, Monsieur Lefebvre. Votre présence ici, d'ailleurs, montre la coopération que vous voulez, traduit visuellement les choses. Effectivement, la différence, certainement, entre le développement des ports pétroliers et éventuellement d'enrochement, c'est qu'on est certain que le pétrole ne va pas créer un développement de la ressource. Par contre, effectivement, là où il y a un certain nombre de parcs d'hydroliennes, enfin d'hydroliennes surtout, et d'éoliennes posées, il semblerait à l'étranger, là où il y en a, qu'il y ait effectivement un impact positif sur la ressource. Mais effectivement, c'est difficile à vérifier aujourd'hui en France. Alors, juste une réponse par rapport pour l'éolien. Bon, je parle de ce que je connais, moi, pour du coup, qu'on peut palper physiquement, c'est le parc de Courseulles. Donc, il me semble que des récifs artificiels, on a l'habitude de les travailler. Nous allons fêter le 70e anniversaire du débarquement. Et je peux vous assurer que si un jour vous avez l'occasion, je vous donnerai la carte de toute la Manchesse concernant toutes les épaves qui y sont actuellement, quoi. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin de récifs artificiels de plus. Donc, il faut changer de clé d'entrée pour faire accepter aux professionnels que les éoliennes en mer, les hydroliennes c'est un autre débat, on demande à voir, mais que les éoliennes vont nous apporter... Alors je veux bien la carte, ça m'intéressait de personnel, je fais de l'archéologie sous-marine, oui, c'est sûr. Oui. Les enrochements, effectivement, ça dépend des endroits des côtes de France. Oui, bien sûr. Évidemment, mais en tout mais cas, dans certains endroits, ça peut être intéressant, notamment en Atlantique. Bien évidemment. C'est pour ça que je dis, on n'est pas sceptique, on demande à voir. Tout n'est pas transposable d'une façade maritime à l'autre. Et c'est là où c'est difficile de généraliser. Vous avez absolument raison. L'Ouest Cotentin n'a pas besoin non plus de récifs quand on connaît de la Hague jusqu'au Mont-Saint-Michel avec les îles anglo-normandes, nos voisines proches. Donc là aussi, les récifs, notamment l'enrochement, il existe. Mais on demande à voir et on est preneur aussi, effectivement. Ça pourrait être un point positif, mais nous, on pense plutôt à voir ce qu'on va faire à l'intérieur. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces éclaircissements. Je passe la parole à Yann Hervé de Roc, qui est directeur général de France Énergie Marine. Alors, je rappelle que France Énergie Marine est un institut pour la transition énergétique. Votre objectif, c'est de venir en soutien de la filière pour initier le plus possible la R&D mutualisée. Alors, quelle est l'originalité de France Énergie Marine dans le paysage de la R&D en France ? Bien, merci beaucoup. L'originalité, c'est la mutualisation des efforts. Ça a été mentionné à plusieurs reprises. Voilà, une des particularités des énergies marines, c'est que ça fait apparaître le besoin d'une multidisciplinarité. Donc ça, c'est les thématiques de la R&D. Mais c'est aussi un besoin de mutualisation aussi dans le domaine de l'industrie, de façon à aborder certaines questions ensemble, et des questions qui sont relatives donc à la compétitivité de la filière, à sa fiabilité, à la fiabilité des systèmes, etc. Donc voilà, c'est vraiment par un effet d'aiguillon, si vous voulez, de la mutualisation des efforts de R&D. Alors, je peux peut-être développer un petit peu ce qu'on peut faire en R&D. Surtout, est-ce que vous avez des sujets sur lesquels vous focalisez principalement votre attention ? Est-ce que vous avez des sites d'essai ? Comment tout ça se met un petit peu en place ? Voilà. Alors, les besoins pour la R&D, de la R&D des énergies marines, c'est essentiellement pour assurer trois points qui ont déjà un peu été cités. La fiabilité, ça c'est clair, des systèmes. Deuxièmement, leur compétitivité. Et troisièmement, aussi leur pertinence. Parce que quand on parle des énergies marines, c'est dans le mix énergétique parmi les sources d'énergie renouvelable. Alors pour la fiabilité, par exemple, la fiabilité, on est dans un environnement marin exigeant, ça a été rappelé, avec des événements extrêmes auxquels il faut résister.
Bon, des exemples, c'est des exemples sur de sujets de recherche tout à fait mutualisés sur les outils de modélisation pour les éoliennes offshore flottantes. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des outils de simulation du comportement des plateformes pour l'oil and gas, il y a bien des outils sur les structures navales, mais là on est soumis en fait à un certain nombre de types d'efforts. Le fait que l'on récupère de l'énergie sur ces systèmes fait que donc il faut valider ces outils de modélisation. Eh bien, on a un sujet de recherche de ce type qui est déjà bien avancé. Des sujets sur la fiabilité, on va parler, je pense, donc du réseau et de sa connexion. Eh bien, les ombilicaux, ce sont ces câbles qui sont fortement soumis donc aux contraintes justement de mouvement des systèmes, ou bien tout simplement, même si les systèmes sont fixes au mouvement des vagues, eh bien, il y a de nouvelles contraintes et donc il faut l'utiliser. Bien, je vais parler de la pertinence, parce que la pertinence a été assez peu mentionnée jusqu'à présent. Effectivement, pourquoi ces énergies renouvelables parmi les autres? D'abord, ça a été aussi un petit peu cité, c'est un des éléments de la croissance bleue. La croissance bleue, ça a été cité au niveau européen, c'est cité aussi au niveau français, le fait maritime. Alors, quand on parle des énergies marines renouvelables, c'est vrai que par rapport à l'acception des anglo-saxons, on comprend aussi l'éolien offshore posé et flottant, en plus donc de l'énergie des vagues et de l'hydrolien. On s'intéresse plus que les autres à l'énergie thermique des mers pour effectivement la composante outre-mer qui est très importante en France. On s'intéresse peu à l'énergie osmotique. Mais il y a un point, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas du tout été cité, alors que Cherbourg pourrait être cité en exemple. C'est les pompes à chaleur, eau de mer aussi, qui est un système de récupération d'énergie qui lui aussi est mature. Et si je crois bien, il y a bien 1200 logements qui sont locatifs, qui sont aujourd'hui alimentés par une pompe à chaleur eau de mer. Bon, alors, en dehors de ce très large spectre, effectivement, des énergies marines renouvelables, leur pertinence, c'est quoi? C'est leur intégration environnementale et c'est leur acceptabilité sociale. Alors, l'intégration environnementale, pour exemple, aussi, donc une étude là, qui vient juste d'être terminée, donc qui est distribuée, dont les résultats sont distribués, c'est un guide méthodologique sur les études d'impact à mener pour des fermes hydroliennes. Bon, ça, c'est un point sur l'hydrolien. Un autre point sur l'énergie thermique des mers, une thèse en cours sur l'impact du rejet de ces eaux froides riches en nutriments dans un milieu intertropical où normalement on n'a pas ce type de poiling que l'on a sur d'autres côtes. Sur la partie acceptabilité sociale, il y a un point qui est technique et social, c'est les analyses de cycle de vie. Et là, qui montre bien la pertinence des énergies marines. Voilà, c'est avoir, dès le départ, fait le calcul, tant en énergie qu'en béton, qu'en acier, etc., de la pertinence de construire ces machines, de regarder à partir de quand elles produisent effectivement une énergie positive. Bon, ça, c'est un point. Deuxième point, c'est vraiment des études de type sociologique. Et là, on fait donc travailler des gens en sciences humaines et sociales, faire évoluer les méthodologies justement de concertation et de compréhension de ce que sont les multi-usages de la mer, comment il peut y avoir des transferts, comme citait d'ailleurs M. Lefebvre, on parle de la pêche, mais on ne regarde parfois pas le fait qu'il peut y avoir, parce qu'on interdit à un point, eh bien, un effet spatialement beaucoup plus large que celui qu'on envisageait initialement. Donc voilà, comment avoir des techniques d'intégration spatio-temporelle des usages. Enfin, le troisième volet, la compétitivité. La compétitivité, donc, c'est la réduction des coûts, puisque ça a été cité à plusieurs reprises. Réduction des coûts, optimisation des performances aussi. Ça passe par les deux, c'est-à-dire avoir des systèmes qui, non seulement sur le CAPEX au départ, mais aussi sur l'OPEX, pendant qu'on les exploite, sont vraiment optimisés. Alors, un premier exemple, c'est des études sur les fondations, sur les fondations de ces systèmes. Fondations, c'est là où on voit qu'une approche aussi
très partenariale comme celle que l'on a à France Énergie Marine, avec donc toutes les filières ensemble, permet d'avoir des retours d'expérience de l'éolien posé vers l'hydrolien qui le suit, et donc un sujet donc sur les modélisations des fondations gravitaires, par exemple, est un sujet particulièrement pertinent. Un autre sujet, c'est un sujet sur la connaissance de la ressource. La connaissance de la ressource, une connaissance fine. Effectivement, on sait qu'il y a du courant, on sait effectivement prédire à un siècle à l'avance quel va être le courant dans le raz Blanchard, qui est fort. Simplement, il est modulé. Il est modulé, et il faut le regarder à très fine échelle, parce qu'il y a un effet de la bathymétrie. Il est modulé parce qu'il y a un effet aussi de l'état de mer. Il va y avoir de la turbulence qui peut avoir un effet sur effectivement la production des hydroliennes. C'est tout ce type de sujet qu'il est vraiment pertinent de regarder aujourd'hui, et où on fait intervenir à la fois de la mesure in situ, de la mesure satellitaire, de la modélisation. Voilà. Une question complémentaire, est-ce que la France peut devenir un centre d'essai international, un peu comme les mecs en Écosse? On se rend compte que beaucoup d'industriels français vont en Écosse faire leurs tests. Est-ce que ça pourrait se faire en France, quitte à en faire venir d'ailleurs d'Écosse tester en France? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là? Bon, alors, d'abord, mettre en place des sites d'essai, ça prend pas mal de temps, mais il y a des initiatives qui datent déjà de 2008, et donc une qui est quasi opérationnelle, c'est le site SEMREV au large du Croisic, mais je pense que M. Clergeau en parlera très certainement. Il y a d'autres initiatives qui ont été proposées. Il y a donc des sites. Alors, vous avez donc mentionné les mecs. Les mecs a effectivement aujourd'hui 10 ans d'avance dans l'opérationnalité. Néanmoins, il y a un très fort intérêt. Comment ? Ça ne peut pas se rattraper ? Si, ça peut se rattraper, et ça peut se rattraper tout particulièrement en constatant que la proximité de ces sites d'essai est vraiment primordiale pour le tissu industriel, d'avoir ce retour d'expérience proche, et puis aussi pour les questions d'acceptabilité. C'est-à-dire que l'on va pouvoir montrer en conditions réelles divers types de machines, et il est tout à fait certain que même des développeurs qui sont anglo-saxons, qui sont allemands, etc., ont intérêt aussi à faire passer les différentes versions de leurs machines dans divers sites d'essai qui sont avec aussi différentes conditions environnementales. Donc voilà, la pertinence des sites d'essai est avérée. On cherche à les mettre en place. Yvan Faucheux a expliqué aussi les difficultés qu'il y avait vis-à-vis donc de la présence d'aides publiques pour les mettre en place. Voilà, on s'y attache, et on tient bien effectivement à pouvoir mettre en place un site aussi assez spécifique pour l'hydrolien petite échelle et estuarien à Bordeaux, et aussi des sites pour tester les éoliennes offshore flottantes, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais l'éolien offshore flottant est aussi une spécificité française. Enfin, la France est plutôt bien placée dans la course à l'éolien offshore flottant. Là encore. Merci beaucoup, Monsieur Derec. Je passe la parole à Jérôme de Flessel, qui est responsable énergie renouvelable pour l'Europe du Nord et de l'Est à la Société Générale. Alors, merci d'être ici. Alors, la question, bien sûr, s'adresse, vous êtes le financier, en quelque sorte, de cette deuxième table ronde. Comment les banques appréhendent ce nouveau secteur qui s'invite et qui nécessite, bien sûr, un certain nombre d'investissements, comme tout secteur, pour pouvoir véritablement parvenir, dès que possible, bien sûr, à sa compétitivité absolue? Okay, merci. Oui, effectivement, le sujet du financement, on a parlé tout à l'heure de montants d'investissement colossaux, et évidemment le sujet de l'investissement et de la motivation des investisseurs, mais aussi la motivation des prêteurs pour ces opérations est un sujet essentiel. En préparant cette table ronde, il m'a semblé tout à fait pertinent de faire un parallèle avec ce qui s'est passé au cours des 10-15 dernières années sur le secteur de l'offshore. Non pas parce qu'il y a un lien à la mer évident, mais surtout parce qu'il s'agissait de mettre en place des solutions de financement sur des technologies non matures ou en pleine évolution pour les plus matures d'entre elles. Alors, si on se concentre un petit peu sur le secteur de l'offshore, de l'éolien offshore posé, peut-être qu'on peut distinguer 3 phases. Les premiers sites ont été installés par les industriels entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Et pour autant, on a vu les premiers financements se monter à partir de 2006. Aujourd'hui, en 2014, un certain nombre de financements ont été montés sur des projets offshore, que ce soit en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique,
ou à Netherlands. Et à aujourd'hui, en 2014, 8 ans après le premier, on est dans une situation où il y a une vingtaine de banques qui sont capables de regarder avec un certain intérêt ce type d'opération. Alors, par rapport à ces 3 événements, on peut faire 3 constats. Le premier, c'est que pendant 6 à 8 ans, les industriels et les sponsors n'ont pas réussi, n'ont pas sollicité, peu importe, de financement et ont mené le développement de ces premiers projets intégralement sur leurs ressources propres. Deuxième constat, il aura fallu 6 à 8 ans, 2006-2014, pour réussir à faire naître un marché bancaire d'une vingtaine de banques. Ça représente à peu près moins de 10% des banques européennes et on voit très bien que les milliards d'investissements prédits dans les 5, 10, 15 années à venir ne pourront pas être supportés par 20 banques. Donc on est encore très loin de la situation dans laquelle on souhaiterait tous être. Alors la question peut-être qui vient immédiatement, c'est pourquoi autant de réticence de la part des banques, des prêteurs au sens large. Philippe, merci, tu m'as fait mon introduction. Les technologies, encore faut-il démontrer qu'elles sont performantes et qu'elles fonctionnent dans la durée. C'est sans doute le point essentiel qui a amené une certaine réticence du marché de la dette sur ces actifs nouveaux. Tout d'abord côté turbines, évidemment, avec des turbines prototypes, série 0, de taille en permanente révolution de 2 MW à 5, 6, puis 8 et peut-être 10 un jour. Même chose sur les fondations, avec des directions multiples et des choix technologiques non complètement avérés et démontrés, avec encore un certain nombre d'hésitations. Des méthodes d'installation en mer qui sont sans cesse en évolution positive, mais en évolution. Donc il est difficile de fixer quelle est la méthode d'installation qui sera la plus pertinente pour l'avenir. Et puis aussi des premiers retours d'expérience, tant en construction qu'en opération, qui ont plutôt été assez calamiteux. Donc, bon nombre de raisons pour dire que les prêteurs sont restés plutôt à l'écart dans cette première phase qui a été jusqu'en 2006. Alors, finalement, la question d'après, c'est mais pourquoi en 2006, d'un coup, il se passe quelque chose? Alors la réponse, elle est assez simple. Je crois que d'un côté, les industriels se sont rendus compte que les milliards d'euros de carnet de commandes auraient quand même bien du mal à trouver preneur si il n'y avait pas un marché de la dette qui s'organisait autour des actifs. Deuxièmement, les investisseurs, les sponsors des projets avaient eux-mêmes quelques contraintes en termes de bilan et de capacité à porter de tels actifs sur leur propre bilan. Et puis par ailleurs, on l'a vu dans le monde de l'éolien offshore, un certain nombre de projets sont portés par des consortia avec plusieurs énergéticiens à l'intérieur, ce qui rend de fait un peu difficile le financement sur le bilan. Et puis troisièmement, les banques, qui sont aussi pour quelque chose, se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas rester plus longtemps sans réponse par rapport à des demandes qui venaient de leurs grands clients, qu'ils soient Areva, EDF, GDF ou autres. Donc finalement, les banques qui étaient restées à l'écart de ce secteur ont dû aussi se mobiliser un petit peu plus sur le sujet. Du coup, en 2006, sur des phases pilotes de projet, avec quelques banques pionnières dans le secteur, on a réussi à monter les premières transactions. Alors pour ce faire, il a fallu aller assez loin dans la décomposition de tous les risques qui étaient liés à ces projets, aller assez loin à la fois dans l'exhaustivité mais aussi dans la transparence, avec à la fin des fins une analyse précise, une allocation de ces risques, une valorisation de ces risques et des solutions de mitigation de ces risques qui provenaient soit des structures contractuelles, soit des structures de financement. En un mot, industriels, sponsors et banques ont été amenés à prendre un peu plus de risques qu'à l'habitude pour participer au lancement de cette filière. Donc ça, c'est ce qui s'est passé finalement entre 2006, 2007, 2008, avec un début de schéma industriel de financement depuis. On a une vingtaine de projets qui ont été montés et financés aujourd'hui en Europe. Alors ce parallèle sur l'éolien offshore étant terminé, quelles leçons faut-il en retirer pour les énergies marines ? Tout d'abord, le profil de risque des projets d'énergie marine n'est pas très différent du profil de risque de l'éolien offshore. On est sur des technologies nouvelles dont les performances sont non démontrées et qui vont nécessiter des centaines, voire des milliards d'euros d'investissement. Donc il va falloir à nouveau motiver industriels, sponsors et prêteurs à se réunir et à trouver des solutions. Tout d'abord, dans une première phase 112, des solutions de financement un peu hybrides, pas complètement sans recours, avec certainement un fort soutien public, comme on l'a dit plusieurs fois depuis le début de cet après-midi. Deuxième constat, deuxième conclusion, il faudra du temps. Sans doute peut-on mieux faire que 6 à 8 ans pour réussir à lever les premiers financements.
On est tout à fait disposé à regarder ça de façon plus rapide et plus efficace, mais le temps est une des données du problème. Troisièmement, je crois qu'il y a une erreur que collégialement on a faite dans l'éolien offshore et qu'il convient de ne pas reproduire pour les EMR. Trop longtemps, d'un côté, les sponsors et les industriels ont vécu en chambre, certainement un peu complexés par les mauvais résultats des premiers projets. Et finalement, le marché de la dette n'a pas ou peu été sollicité. Donc les banques n'ont même pas eu à refuser les projets et les projets ne sollicitaient pas de financement. Par ailleurs, les banques étaient sans doute assez ravies de cette situation et essayaient d'échapper un peu à leur destin et de se dire quand ce sera mûr, on viendra, et en attendant, on n'est pas plus mal sur d'autres sujets. Hein. Le constat est clairement partagé. Donc si on veut faire mieux pour les EMR, ce qu'il faut sans doute, c'est très tôt, très en amont, que les sponsors et les industriels fassent ce qui a été fait sur l'offshore à partir de 2006, à savoir discutent avec leurs partenaires financiers, décomposent les risques en toute transparence, les analysent avec eux et essaient de trouver des solutions qui seront hybrides, puis progressivement de plus en plus sans recours. Et je crois que le dernier mot peut-être, on voit bien que cette recommandation que j'ai déjà passée d'ailleurs à certains d'entre vous dans cette salle en face à face est visiblement assez bien entendue, puisque dès aujourd'hui et très en amont, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec vous et de faire ces commentaires et de partager ces recommandations avec vous. Donc je pense qu'on a là une illustration de ce qui a été fait, de ce qui pourrait être la situation au pire, et on a quelques idées sur des pistes d'amélioration pour essayer d'être un petit peu plus proactif et un peu plus rapide dans la démarche globale de financement de ces énergies marines. Est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus précis sur ces pistes d'amélioration? C'est-à-dire, comment êtes-vous en mesure d'accompagner les industriels? Vous dites très en amont, nous sommes très en amont. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Et vos propos, je dirais, me font penser, j'ai lu récemment la grande thèse de François Caron sur l'histoire du chemin de fer. Je peux vous dire qu'il y avait les mêmes réticences de la banque vis-à-vis du chemin de fer et des médecins vis-à-vis de la santé. Il n'y aurait pas eu une forte implication politique, on aurait mis un certain recul. C'est très intéressant. C'est François Caron de Paris 4 Sorbonne. On est à peu près, toute technologie nouvelle n'est pas assurée puisqu'elle est nouvelle par définition et amène à être très réticents, notamment ceux qui, bien sûr, sont en charge des moyens financiers. Ouais. Alors, ce qu'il faut déjà dire, sans doute, c'est que la plupart des grandes banques, qu'elles soient françaises ou européennes, au travers des financements qui sont octroyés directement aux industriels ou aux sponsors de projets, contribuent déjà au financement de ces énergies marines renouvelables. Après, le sujet que j'ai développé aujourd'hui, c'est le financement sans recours des projets, c'est-à-dire le financement dont le remboursement est intégralement basé sur la capacité des projets à générer des cash flows, c'est-à-dire complètement sans recours sur les sponsors et les industriels. Donc en fait, la banque est complètement en risque sur les projets. Et il faut bien voir que sur ce type d'opération, les banques, généralement, financent 70-80% de l'investissement. Donc le plus gros investisseur dans ce type de projet, c'est la banque. C'est elle qui porte 70 à 80% du risque. Du coup, effectivement, elle est tout à fait attentive à regarder dans le détail l'ensemble des risques qui sont ceux de ce type de projet. Alors, pour répondre à votre deuxième question et voir comment est-ce qu'on pourrait aller plus vite, je crois que très rapidement, il faut mettre sur la table tous les risques qui se présentent sur ce type d'opération. On va regarder les risques de design, les risques de certification, les risques de sous-performance, les risques de dérive des coûts de maintenance, les risques d'installation, les risques météo, je sais pas, je l'ai peut-être déjà dit, et également tous les risques d'installation en mer. Donc si on prend ces risques, qu'on essaie d'établir progressivement en toute transparence des matrices de risques précises, essayer de les quantifier, mais tout ça, ça prend plusieurs mois, plusieurs années sur ce type d'énergie. À ce moment-là, je crois qu'on arrivera à une situation où on arrivera à mieux se partager ces risques entre industriels, sponsors et prêteurs, et progressivement à aller sur le chemin de la vraie bancabilité, c'est-à-dire du financement de projets sans recours. Merci beaucoup, Monsieur de Flessel, pour ces propos très directs et qui, je crois, justement, permettent en même temps, pour être très constructifs, de faire avancer les choses. Donc, merci infiniment et de votre présence également parmi nous cet après-midi. Je passe la parole tout de suite à Hervé Lafaille, qui est directeur général adjoint en charge des opérations à RTE. Alors, bien sûr, vous êtes en charge du raccordement des 6 parcs d'éoliennes posés. Quel est déjà votre retour d'expérience? Souvent, lorsqu'on parle avec un certain nombre d'opérateurs, certains parlent de délais longs, voire excessivement longs. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite? Alors, je me permets de vous poser cette question parce qu'on en avait déjà débattu au téléphone, donc je sais que je ne vous prends pas, je dirais, par surprise, et que vous avez certainement des réponses à nous apporter.
Oui, merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Et je vais commencer par dire quand même que je suis très heureux d'être présent dans ces premières assises, hein, parce que ça me donne l'occasion, d'abord, si vous permettrez, de parler de l'engagement de RTE en général sur l'accompagnement de la transition énergétique. Et on est là, évidemment, au cœur avec l'exemple des énergies maritimes, hein. Donc, bon, nous sommes aussi un industriel de l'infrastructure, du réseau. Et pour donner quelques ordres de grandeur, nous investissons actuellement 1,5 milliard par an sur le réseau de transport. Donc nous nous occupons de la France continentale, je le rappelle. Et ce 1,5 milliard, il faut avoir en tête que petit à petit, il va s'équilibrer entre 3 morceaux à peu près équivalents. L'un qui est le renouvellement de l'existant, l'autre qui est justement lié à la transition énergétique, je vais y revenir, et le troisième qui est lié au développement des interconnexions internationales, dont certaines sous-marines d'ailleurs, qui est au fond l'enjeu de la transition énergétique à l'échelle européenne. Alors, si je viens maintenant au sujet des énergies marines, donc, qui est un des volets. Nous avons une toute petite expérience, et pour nous, finalement, ce développement, c'est d'abord une grande aventure industrielle. La toute petite expérience, c'est quoi? C'est que dès 1985, si vous vous rappelez, il y a une liaison sous-marine qui a été construite entre la France et la Grande-Bretagne, donc pas très longue, néanmoins en technologie à courant continu, donc avec je dirais, des investissements déjà lourds, et qui fonctionne depuis donc maintenant plus de 25 ans. Donc on a cette expérience-là, évidemment, dans un contexte assez particulier. Néanmoins, effectivement, on sort très largement de notre territoire en allant vers la mer. Et pour faire écho à ce qui a été dit précédemment, eh bien, on compte beaucoup sur les partenariats, alors avec les industriels, mais aussi, et on a eu l'opportunité de signer une convention avec le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, avec donc les connaisseurs de ces espaces pour progresser rapidement. Et une façon de gagner du temps, c'est d'apprendre par les autres et pas d'apprendre par soi-même. Et je dis à M. Lefebvre, puisqu'il y faisait écho, que c'est non seulement les connaissances, mais aussi les ressources, hein, les flottes, etc., que nous comptons évidemment aussi solliciter lorsque nous trouverons des intérêts communs à cela. Donc, énergie marine, donc grande aventure industrielle, nouveau domaine pour nous, avec des enjeux industriels propres à nous. Il y en a certains qui ont déjà été cités. Si je prends l'exemple de l'éolien flottant, nous ne sommes pas habitués, à la différence de tous les utilisateurs de l'électricité, à raccorder nos ouvrages par des câbles souples. Ben voilà, c'est un exemple de sujet qui est aujourd'hui au stade de la R&D. Il en a déjà été fait mention. Nous avons énormément d'autres exemples de R&D. Alors si je prends les différents domaines dont nous nous occupons, c'est-à-dire la conception et la construction, évidemment, de ces réseaux sous-marins, mais aussi leur maintenance et enfin leur exploitation, avec l'enjeu évidemment de pérennité, de durabilité, hein. Il y a des programmes de R&D donc qui font écho à ce qui a été mentionné précédemment et pour lesquels nous avons lancé un appel d'offres. Donc R&D par exemple sur justement le récif que peut former la protection qu'on va mettre sur le câble au fond de l'eau, et de savoir qu'est-ce que ça provoque comme impact sur la faune ou la flore sous-marine. On fait des choses assez... Alors, moi je souris parce que jamais j'aurais pensé que j'aurais à m'occuper de suivre l'évolution de la coquille Saint-Jacques pour voir quel marqueur de l'évolution des milieux sous-marins elle allait faire. Bref, on se lance aussi donc, dans toute l'anticipation de ce qui permettra de faire le suivi dans la durée de ces infrastructures de réseau une fois qu'elles auront été construites. Ça, c'était pour donner un petit peu le paysage. J'en viens à votre question et à la question des délais. Je voudrais dire d'abord, et je pense que tout le monde en a conscience, qu'on parle là de projets qui sont considérables, et donc il ne faut pas imaginer qu'on va avoir des délais de construction d'une maison individuelle. On est quand même dans du lourd, hein. Je veux pondérer quand même l'enthousiasme par ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il est essentiel, et j'ai déjà évoqué le partenariat donc avec les pêcheurs par exemple. Je pense qu'il est essentiel de dire qu'il y a des risques. Ces risques, il faut les couvrir le mieux possible, et pour ça, il y a plusieurs moyens, et l'un d'eux est le partenariat, au sens de bien échanger et de bien partager le mieux possible, le plus intelligemment, ces risques. Et on comprend bien, par exemple, que nous ne souhaitons pas être dans la situation où nous aurions
poser un câble sur le sol et au fond de la mer plutôt, et qui attendent ensuite un producteur qui ne vient jamais. Donc ça, et on ne peut pas ainsi embarquer ce risque-là. Donc il faut anticiper en discutant bien le projet et ensuite, évidemment, eh bien, qu'il y ait des engagements réciproques pour couvrir et partager ce risque. Mais je vous l'assure, on a la volonté d'aller le plus vite possible dans ces raccordements. L'autre point qui me paraît important, il a été évoqué, c'est, je dirais, le parcours d'obstacles administratifs que nous avons aujourd'hui. Donc là, je veux renchérir sur ce qui a été dit. Oui, nous appelons une rationalisation, je dirais, de ce parcours. Simplification, j'ai peur que ce soit vu comme une tentative pour nous de contourner. Non, ce n'est pas du contournement. On veut bien s'assurer que les différents risques qui sont traités par ces procédures ont bien été évalués et, s'il le faut, évaluer avec du débat public. Très concrètement, qu'est-ce qui peut changer sur ce point très précis? Alors, je vais donner un exemple qui est assez bête, mais qui est très concret, hein. Aujourd'hui, par exemple, nos procédures qui sont évidemment inspirées des infrastructures du réseau aérien sont indexées par le niveau de tension auquel on réalise le réseau. Et ce niveau de tension, ça se comprend quand on est en réseau aérien, il donne le gabarit, donc l'emprise de l'ouvrage. Ce n'est pas du tout la même chose quand on est en souterrain ou en sous-marin, par exemple. Bon, pour donner cet exemple-là, donc je parle de rationalisation au sens qu'on a hérité de procédures qui ont évidemment une histoire et qui viennent essentiellement du développement des réseaux aériens terrestres et qu'il faut parfois simplement adapter en se posant la question de quel est l'impact, par exemple, environnemental d'un réseau sous-marin. Et honnêtement, entre 500 kV et 300 kV, ce n'est pas ça qui va changer profondément cet impact. Pour donner cet exemple, et ça peut changer là, le bilan économique du projet, hein, selon ce qu'on fait, parce que ça peut économiser un câble, et on fait un câble au lieu de 2, par exemple. D'accord ? Donc voilà le type d'exemple. Et puis je ne vais pas renchérir sur ce qui a été dit, hein. Oui, plutôt, alors là, rationaliser le millefeuille, éviter les possibilités de retour arrière, hein, c'est-à-dire le plus possible, voilà, qu'il y ait des cliquets qui fassent que les recours ne puissent pas nous ramener en arrière dans des choses qui ont été acquises. Bref, tout ce qui permet d'avancer, je le dirais, de façon responsable, mais en allant plus vite et en prêtant moins le flanc au risque juridique. Merci beaucoup pour toute cette précision. On essayera tout à l'heure, d'ailleurs, en fonction du délai, de donner la parole, bien sûr, à ceux qui souhaitent la prendre. Je passe tout de suite la parole à Francis Vallat, donc, qui est membre de l'Académie de Marine, qui est président du cluster maritime français, qui est également président du cluster maritime européen. Alors, le cluster maritime français est notamment, est la seule instance qui réunit en fait tous les protagonistes, sans exception, du monde maritime, ce qui permet effectivement de réfléchir, de contribuer à tout ce travail préparatoire sur lequel nous avons beaucoup insisté. Tu dis souvent qu'il y a beaucoup de blocages dans ce secteur des énergies marines renouvelables. Alors, est-ce que tu peux peut-être développer de manière très précise les blocages que tu vois, les blocages que les différents groupes de travail du cluster maritime français ont mis en avant, et peut-être nous dire aussi, je suis sûr que tu as des idées, qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour lever un à un, et si possible tous en même temps, de manière parallèle, ces blocages. Vaste programme. Merci, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, et merci à Jean-Louis Ball et à son syndicat de nous accueillir tous ici. Oui, effectivement, le cluster a un regard un peu différent, hein. Par définition, il n'est pas compétent, il est compétent de la compétence de ses membres, comme je le dis souvent. Donc ça lui donne en fait un regard un petit peu particulier. Dans le groupe de travail dont tu parlais, il y en a 2 qui s'occupent des énergies marines renouvelables. Il y a par exemple 30 métiers représentés, dont tous ceux qui sont là, bien sûr, les développeurs, les industriels, les armateurs, les chantiers navals, mais aussi tous ces autres métiers. Et puis par ailleurs, je le dis à Madame Girardin, mais qui vient de partir, on a aussi ces clusters outre-mer avec lesquels on travaille. Je regardais Madame Girardin parce que le cluster polynésien se crée dans un mois, enfin 1 mois ou 2 à peu près. Donc ça nous donne un regard différent. On a par ailleurs un rôle plutôt de catalyseur. On essaye de contribuer à coordonner. On ne prétend pas être coordinateur, mais de contribuer à coordonner. Et puis d'interface. Le plus bel exemple, surtout qu'il est daté, je ne vais pas parler des sujets là qui sont très très chauds en ce moment, même si je vais y revenir, c'est au moment où il y a eu un combat dans le gouvernement précédent, enfin maintenant dans l'antépénultième gouvernement, entre le ministre Besson et la ministre NKM, sur le fait, est-il possible ou non qu'il existe une filière française si on fait les EMR, hein. C'était vraiment un problème de fond qui les opposait
le ministre Besson redoutant beaucoup que se reproduise ce qui s'était passé pour, en particulier, le solaire, etc., où l'argent français était parti en Allemagne puis en Chine. Et un soir, on a reçu un coup de fil de la directrice de cabinet de Madame Kosciusko-Morizet, disant, grosso modo, qu'elle avait 15 jours pour démontrer qu'il pouvait y avoir une filière française. Et beaucoup de ceux qui sont dans la salle, ici, en 15 jours, ont été capables, non pas de prendre des engagements qui avaient une forme juridique, mais d'envoyer des engagements écrits qui avaient une telle force morale, une telle force politique qu'ils étaient crédibles. Et je ne caricature pas du tout, hein, c'est comme ça qu'a été lancé le premier appel d'offres. Alors on n'est pas compétent directement, je le dis, mais on a un certain ressenti qui a une valeur à cause de ça. Alors la première question qui va vous faire sourire, bien sûr, c'est ce que les EMR vont se faire. Alors, elles vont se faire, c'est évident, mais ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est que pour l'instant, ce qui joue le plus, On n'a pas répondu à la date encore, d'ailleurs. Pardon ? On n'a pas dit encore quand est-ce Si, il y a des engagements qui ont été pris. Hein. Mais on répond oui pour des raisons qui sont essentiellement négatives. Il y a des engagements qui ont été pris, je le disais à l'instant, bon, comme la France lave plus blanc que blanc, ou plus vert que vert, je voyais ce matin pour Ségolène Royal. 2023... 2020 pour l'ensemble des pays, 20% pour l'ensemble des pays européens, 23%, donc tout le monde le sait, pour la France à la suite du Grenelle. Tout le monde sera en retard, donc ce qui compte, c'est pas 2020, c'est probablement 2022, 2023. Mais on oublie cet aspect qui pourtant devrait être un aiguillon féroce vis-à-vis de nos autorités, qui est que la Commission, à un moment ou à un autre, l'Europe, sauf si d'ici là il s'est produit une révolution, ne transigera pas. Hein, et elle a montré déjà dans des dossiers connus, je regarde M. Lefebvre, hein, on s'est fait sanctionner lourdement le pays au niveau de la pêche, et on sait très bien qu'on aura une triple peine si on ne respecte pas ces engagements. Donc il faut qu'on respecte. Triple peine, c'est on va être obligé d'importer, il y aura d'abord des amendes extrêmement lourdes, ensuite il faudra importer de l'étranger le nucléaire n'étant pas réputé propre, donc l'équivalent qu'on leur a pas fourni, et probablement, c'est la troisième peine, je dis ça, mais avec mes amis anglais avec qui je travaille depuis 40 ans, il faudra importer en plus d'Angleterre. Donc, voilà. Et ça se fera aussi parce que les financements sont là. Hein, ce n'est pas l'argent public, c'est l'argent du public. Bon, il y a un certain nombre de millions, de dizaines de millions de comptes d'électricité. C'est un levier qui est assez facile à utiliser, qui n'est pas illégitime, hein, grosso modo, on le sait bien. L'énergie coûte chez nous beaucoup moins cher qu'en Allemagne. Et donc, l'argent du public sera collecté. Et puis, les industriels qui mettent eux-mêmes au pot, on l'oublie trop souvent, et qui prennent un véritable risque d'entrepreneur, qui ne sera, ils auront leur retour sur investissement que s'ils peuvent exporter. Alors, pourquoi je pose cette question un peu paradoxale après avoir digéré un peu tout ce qu'on entend dans nos groupes, parce qu'il y a des conditions essentielles pour que ça se fasse, en tout cas. Il y a trois grandes séries de conditions. D'abord, les premières conditions, c'est tout ce qui relève du régalien, et pour lesquelles, essentiellement du politique, plus que de la haute administration. Je veux parler du phénomène de la décision sur tous ces freins, sur tout ce qu'on met sous le chapeau de la simplification. On a parlé tout à l'heure des recours, oui, l'alourdissement des sanctions contre les recours abusifs, vérifier l'intérêt pour agir. Et il faut raffiner un petit peu, hein, parce que si on veut y arriver, les enjeux sont absolument énormes, tout en restant dans un état de droit, bien sûr. Pourra-t-on aller directement au premier et dernier recours au Conseil d'État, faire que les annulations, en cas d'annulation après recours, soient partielles et ne soient pas globales, les délais, on en a parlé, la décision unique, enfin toutes ces choses-là. Et là, je vais vous dire, il y a une incompréhension inquiétante. Alors peut-être qu'avec la nouvelle ministre, ça va un peu accélérer les choses. En tout cas, il serait temps, parce que ça fait depuis la dernière fois qu'on en a parlé, nous, avec les cabinets, c'était avant la mise en place du Conseil national des énergies, donc c'était, je ne sais plus, septembre ou octobre. Les pour et les contre sont bien connus. Les ministres, ou en tout cas leur cabinet, avaient leur opinion, qu'il fallait encore, fameuse méthode du consensus, mettre d'accord. Mais ça, c'est du régalien. Il n'y a pas de blocage financier. Il n'y a pas l'excuse de la France exsangue. Le gouvernement, il est là pour prendre ce genre de décisions. Et il ne les prend pas. Alors, je sais qu'il peut y avoir des opinions diverses. Je me souviens, monsieur Laurent Michel, à la mise en place du Conseil national, vous étiez plutôt réticent sur lequel, je ne sais plus lequel de ces aspects j'avais nommé. Mais c'est au pouvoir politique
de prendre ces décisions. Et je vais vous dire, on se dit, on le dit, on en parle toujours, c'est comme ces fameuses échéances, mais en fait, on ne réalise pas à quel point c'est important. Moi, j'ai rencontré dans ces groupes de travail des industriels, des développeurs, différents acteurs, déjà très, très exposés, pour certains ayant commencé à construire, etc., mais qui, à un moment donné, alors au début, ça paraît jouer un peu à se faire peur, qui vous disent je préfère perdre 500 millions qu'un milliard. Bon, à un moment ou à un autre, il faudra bien qu'on avance. Et quand je ne sais pas si mon investissement, ça va prendre 2 ans, 5 ans, 7 ans ou 9 ans en fonction des recours, il faut quand même se mettre à leur place. Donc il y a là une condition qui est... Alors je crois que l'État est conscient de ça. Tous les interlocuteurs que nous rencontrons, qui sont en général sympathiques et compétents, sont conscients de ça. Mais je ne sais pas si la bonne méthode est celle du consensus, mais en tout cas, il faudrait le dégager vite, ou sinon c'est celle de l'arbitrage et de la décision. Et sur ce plan-là, je pense que j'insiste, et avec tout le respect profond, réel, que j'ai pour la haute administration, en particulier pour la direction que vous dirigez, je pense que le pouvoir politique doit prendre ces décisions et ne le fait pas assez. La deuxième, bon, c'est un certain nombre d'éclaircissements dont on a besoin. La deuxième condition, bien sûr, il y a les aspects réglementaires, fiscaux, on en a déjà parlé. Je ne sais pas si quiconque ici, mais en tout cas la semaine dernière, personne n'avait une idée claire de ce qui est des mesures qui étaient sorties du Conseil des ministres du 26 mars, de la taxe ou de la redevance, je ne sais plus, sur la zone économique européenne, comment ça s'appliquerait par rapport à la zone territoriale, etc. Peut-être depuis, y a-t-il des explications, et peut-être M. Laurent Michel pourra-t-il nous le dire. Sincèrement, nous, autour de notre table, où il y a pourtant beaucoup de gens qui sont du milieu, c'était pas clair. Et puis le dernier point, c'est évidemment une incitation. Alors là, ça ne peut pas être plus. Les uns et les autres, pouvoir public et économie, mais aussi entre nous, un des orateurs de la première table ronde disait, c'est rare, il faut le noter, on se parle tous, il y a quand même de véritables efforts qui sont faits de dialogue. Oui, c'est vrai, mais il faut arriver, et je ne doute d'ailleurs absolument pas de l'esprit de chacun, puisque nous avons chacun autour de la table, aussi bien les développeurs et les industriels que les représentants de la filière navale ou de la filière maritime. Il faut, et c'est normal, quand on est face à des défis aussi énormes, qu'on ait un peu le nez dans le guidon, et qu'à décembre dernier, les contrats étaient passés avec un certain nombre d'industriels, mais pas encore avec cette filière maritime et navale française, qui a tous les moyens d'offrir aux développeurs et aux industriels, tous les moyens, je veux dire, techniques, et les moyens économiques, sous réserve, naturellement, qu'elle puisse offrir dans des conditions qui lui permettent d'offrir en concurrence loyale, si je puis dire, c'est-à-dire les cadencements, les délais, etc., ce qui est certainement très, très complexe. Est-ce que tous ces champs vont se faire ensemble, séparément? Est-ce qu'il ne va pas falloir mutualiser certaines choses ou d'autres? Étant entendu que la contrepartie, naturellement, c'est que les développeurs et les industriels n'ont aucune raison. Ils ont de tout à fait de bonnes raisons de prendre des Français par rapport avant tous les autres, mais ils n'ont aucune raison de payer plus cher ou, comment dirais-je, ou de prendre des solutions techniques qui ne seraient pas appropriées ou moins appropriées parce qu'elles seraient françaises alors qu'il y en aurait de meilleures à l'étranger. Mais il faut que le jeu soit éclairci. Chacun le veut, et j'en suis sûr et sincère, donc il y a une question là aussi comment dirais-je, il faut catalyser les choses. On va d'ailleurs démarrer un groupe de travail avec les uns et les autres au cluster, on en a parlé aussi avec le président Clergeau, avec d'autres, avec chacun de ceux qui sont ici, mais maintenant il faut y aller, il faut avancer. Je terminerai en disant, en mentionnant 2 autres aspects, où il y en a besoin d'un certain nombre de précisions sur les étapes à suivre, mais bon, ça a déjà été abordé, donc je crois que j'ai déjà été un petit peu long. Je voudrais simplement mentionner les questions et tous ces problèmes qu'il y a entre usagers de la mer, pour là avoir un certain optimisme raisonnable. Nous avons dans le cadre de notre plan d'action une opération qui s'appelle Cadre Neutre, où on reçoit des personnes dont a priori, ou des fédérations, ou des métiers ou des sociétés ou dont les intérêts sont divergents. On n'est ni arbitre ni médiateur, encore moins juge, mais on réfléchit. On est un regard extérieur et on aide. Et moi, je me souviens de l'époque, pas si lointaine, Monsieur Lefebvre, vous vous en souvenez certainement, je ne sais pas, c'est 5 ans, ou peut-être même encore un petit peu moins que ça, où on disait, mais de toute façon, jamais les pêcheurs s'entendront,
avec les développeurs, jamais réciproquement. C'est une opposition voulue, l'impossibilité du dialogue, etc., etc. On a eu, vous le savez probablement, plusieurs de ces séances de dialogue au cluster maritime français, des chartes ont été signées, etc. Et aujourd'hui, on le voit bien, vous l'avez d'ailleurs rappelé en intervention, au début de votre intervention, les pêcheurs ne sont pas contre. On est passé d'une position d'opposition, en tout cas entre les acteurs, à une position de négociation, ce qui est bien humain. Et puis, comme les bases sont toujours difficiles, il peut y avoir un comité régional ici qui est plus difficile que l'autre, mais en tout cas, la tendance est favorable et je vous vois opiner du chef, donc je voulais quand même terminer sur cette note d'optimisme, parce que quand les hommes de bonne volonté dans des camps différents se mettent à parler, à dialoguer, en général, ça marche. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu parmi nous, de ne pas t'être rendu au Mardi de la Mer pour venir ici jusqu'à Cherbourg. Merci aussi de ces propos très directs, très concrets. Bon, on a pu prendre note d'un certain nombre d'éléments. Et puis merci aussi au cluster maritime d'être cette instance de concertation, je dirais même de négociation, permettant un peu de mettre un peu de l'huile nécessaire à tout moteur pour que les choses marchent bien. Alors bien sûr, monsieur Laurent Michel, on vous attend un petit peu, on voudrait un peu voir comment vous réagissez sur ces demandes de simplification, notamment qui ont été évoquées par un certain nombre d'interlocuteurs. Et puis, au-delà, quelle perspective pour les énergies marines renouvelables dans la loi sur la transition énergétique qui va se mettre en place? C'est-à-dire, là encore, pardonnez-nous, du temps très limité. Et encore une fois, merci d'être venu jusqu'ici à Cherbourg cet après-midi. Oui, donc effectivement, on a un ensemble d'enjeux qui ont été bien retracés. Je vais essayer de les remettre un tout petit peu en perspective et donner quelques points sur les avancements des feuilles de route ou ce que l'on peut imaginer dans les prochains mois, y compris dans la loi de programme sur la transition énergétique. Redire peut-être d'abord en entrée, évidemment, on partage la vision de tout le monde, c'est qu'on a un besoin d'abord de jalonner des étapes, de la R&D jusqu'au déploiement, en passant par les démonstrateurs, voire les sites d'essai, les fermes pilotes, les fermes commerciales, et puis, le cas échéant, le déploiement à grande échelle. Et ceci doit permettre de valider des technologies, des modèles techniques et économiques, de fiabilité, de maîtrise d'impacts environnementaux, d'impacts sur les autres usages. Et c'est pour le marché français, c'est pour les marchés français, les îles en particulier, où il y a des contraintes différentes, mais aussi des opportunités, parce que globalement, comme tout ce qui est plus cher, et qu'on a des dépendances par rapport aux fossiles, on peut, Mme Girardin l'avait évoqué, trouver des solutions intéressantes. Et évidemment l'export, en se disant que, entre autres, comme notre prix de l'électricité est pour l'instant assez bas, si on devient compétitif en France, on a des chances de l'être avec nos solutions à l'export. Et alors pour ça, on a effectivement besoin, je n'y reviendrai pas, de soutenir l'action en termes de R&D. On a besoin de structurer, donner une lisibilité plus globalement sur le cadre de qu'est-ce que l'on veut faire globalement et pour chaque filière, et de donner un certain nombre de coups de pouce, on va dire, sur des volets, en particulier des procédures administratives, mais aussi de leur mise en œuvre et de la préparation des choses. Parce que, j'y reviendrai, tout ça se fait quand même en mer, donc ça ne se fait pas dans le Massif central, ça se fait à des endroits, ça ne se fait pas partout, ça ne se fait pas partout avec les mêmes contraintes, et on a à y travailler aussi à la localisation, on va dire, des actions. Alors, je voudrais juste dire qu'on a effectivement présenté en Comité national des énergies marines à l'automne 2013 des feuilles de route par filière, et plus globalement, donc, ce qu'on peut imaginer dans le cadre de la loi de programme sur la transition énergétique, c'est qu'on crée, certains l'ont déjà su et entendu, un certain nombre d'outils de programmation, une stratégie nationale bas carbone et une programmation pluriannuelle des énergies qui permettront de tracer l'ensemble des actions que l'on mènera et des objectifs que l'on aura dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie sur le développement à la fois de la maîtrise de l'énergie et la diversification des sources de production, dont les productions électriques. Et là, on peut imaginer, mais ce sera le Parlement et ensuite la mise en œuvre par le gouvernement qui tranchera, que l'on puisse développer dans cette cadre des programmations pluriannuelles, revues tous les 5 ans après avis du Parlement, proposition du gouvernement, avis du Parlement, des objectifs à long terme revus tous les 5 ans pour les énergies renouvelables, et notre proposition est que ces objectifs puissent être déclinés au moins par filière et le cas échéant par zone géographique, et on pense en particulier qu'il y aura on propose qu'il y ait un volet zone non interconnectée
spécifiques et où là, chaque territoire des zones non interconnectées puisse avoir sur les... Et là, typiquement, je pense qu'on pourra avoir, dans la première programmation qui suivra la loi, un zoom plus précis sur les divers types d'énergie marine. Il y en avait déjà un dans la PPI de 2009, puisqu'il prévoyait entre autres le développement de l'éolien, en particulier de l'éolien posé. Le deuxième point qu'on peut imaginer dans la loi, on y travaille, c'est la question des simplifications administratives. Donc on a identifié à ce stade 2 pistes principales qui sont d'une part de réduire tant pour les objets produisant et les objets transportant l'électricité, le nombre de niveaux de recours, probablement avec un niveau de recours, et de voir aussi si on peut introduire des dispositions à cette technique pour accélérer la procédure elle-même de gestion des contentieux, dont on le sait, c'est pas vrai qu'en énergie, qu'il peut y avoir un nombre de mémoires déposées, de contre-mémoires et ainsi de suite, qui va allonger les procédures. Donc, ce qui pourrait faire moins d'étapes et durant moins longtemps. Il y a d'autres propositions qui nous ont été faites. Je regardais M. Valland en disant, moi, j'y crois absolument pas sur écrire des choses sur l'intérêt à agir et les recours abusifs. C'est déjà écrit et on a eu des propositions disant que seuls les gens qui avaient intérêt à agir pouvaient faire des recours. De toute façon, déjà, les gens qui font des recours, j'ai très rarement vu qu'on puisse ne pas prouver leur non-intérêt à agir. Il y a des choses qui ont été introduites, mais effectivement, c'était dans la loi sur l'urbanisme. On a fait effectivement des gens qui jouaient, faisant semblant d'avoir un local pour attaquer des permis de construire et gagner de l'argent. Là, clairement, il y avait du recours abusif. L'expérience que j'ai du contentieux environnemental, c'est qu'on n'a jamais pu, ou très très rarement, prouver que les gens qui faisaient des recours sérieux, ceux qui associations diverses et variées ou riverains, n'avaient pas intérêt à agir. Donc on est plutôt sur la vision, moins de niveaux de recours et avoir des procédures plus rapides, le reste me semblant déjà dans les textes. Donc, oui. Mais vous allez voir ce que je veux dire. À Cherbourg, il y a un terminal charbonnier qui n'est pas utilisé, etc., qui vous devait être fait par le groupe Louis Dreyfus Armateur. Ça a duré des années et on a découvert au bout d'un certain temps qu'une association dont on pensait qu'elle avait pignon sur rue, mais l'intérêt pour agir n'avait pas été vérifié, avec un nom qui était proche du nom d'une association nationale, a bloqué pendant, je ne sais plus si c'est 6 mois ou 12 mois. Or, l'association en question, c'était monsieur, madame et le beau-frère. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas intérêt à agir sur ce projet, dont je rappelle que notre ministère y était opposé, mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Mais je crois que de toute façon, moi je dirais que les outils juridiques aujourd'hui permettent, si on fait bien les contentieux, de tenter, sans qu'il y ait besoin d'en réécrire plus dans les lois, à mon sens, de démonter l'intérêt à agir ou pas. Après, les juges, les juges jugent d'ailleurs. Je suis en très grande forme, comme vous voyez. On inventait que les juges jugeaient. Bon, donc pour reprendre le fil, donc le volet simplification devrait être abordé, sachant qu'on n'est peut-être pas législatif, il est peut-être probablement réglementaire et ou loi de finances. On travaille aussi pour clarifier certaines conditions d'occupation du domaine maritime et par ailleurs adapter, on part du terrestre et on a besoin d'adapter les procédures et redevances d'archéologie préventive qui ont été faites pour chercher des vestiges à terre et moins pour faire chercher de l'archéologie en mer. Donc là, on travaille avec le ministère de la Culture. C'est peut-être plus du réglementaire. En tout cas, dans le cadre de la mouvance de la loi de programmation sur la transition énergétique, on travaille sur ce sujet. Donc, ça, c'est ce qu'on peut imaginer trouver dans la loi. Mais je dirais qu'au-delà de la loi, ce que le gouvernement va s'attacher à faire, c'est confirmer et suivre les feuilles de route qu'on a définies, qui ont été exposées en public au Conseil national des énergies marines de novembre 2013, qui sont, on l'espère, on va dire adaptées, en tout cas conçues en fonction des divers enjeux des filières, qui sont à des degrés de maturité différents, où on a l'enjeu, c'est d'amener les filières d'abord à un niveau de maîtrise technologique et ensuite pouvoir tester, d'aller vers la vraie grandeur, c'est-à-dire les fermes pilotes, et quand on a dépassé ces stades, de voir si le développement industriel et commercial permet d'atteindre des prix qui, certes, aujourd'hui, on le sait,
ne sont pas encore ceux d'autres énergies renouvelables à terre ou du nucléaire, même si on sait que le nucléaire sera plus cher à l'avenir. Mais on doit se fixer pour les énergies marines de savoir et d'atteindre certains niveaux. Alors, et sachant que quand on aura atteint des niveaux, là c'est des questions un peu la boule de cristal, mais on aura atteint un moment un peu des asymptotes, parce qu'à un moment il y aura toujours du béton, de l'acier, et puis le productible sera maximisé, où il n'y aura plus que 10% à gagner. On saura quelle est la perspective pour la France de telle et telle filière. On n'en est pas encore, comme nos amis anglais, à définir ce qu'ils appellent les strike prices dans leur loi et leur règlement, de dire pour l'éolien offshore on vise tant, mais effectivement on sait qu'il faut passer largement en dessous des 200 € du mégawattheure pour en France pouvoir facilement en développer beaucoup, parce qu'on est aussi dans un enjeu de compétitivité et de pouvoir d'achat. On sait que globalement les sources du futur, si on les veut décarboner, elles seront un peu plus chères que les sources d'aujourd'hui. Le un peu ne doit pas devenir beaucoup plus cher, y compris sous un mauvais prétexte, parce que ça, on n'irait pas très loin, qu'on a tous les atouts pour le faire. Si on a tous les atouts pour le faire, on va le faire, mais au meilleur prix. Alors là, il faut se donner le temps et le retour d'expérience. C'est aussi pour ça qu'on est en phase successive. Si je prends ce qui est le plus mature, l'éolien posé, le deuxième appel d'offres a eu les offres remises. On aura une décision gouvernementale suite à l'avis rendu par la CRE. Ça va nous permettre de voir, et en regardant ce qui se fait à l'étranger, comment on est sur les courbes d'apprentissage et de progrès économique. On va regarder d'autres sujets, y compris donc, le juridique, comment aussi peut-être mieux travailler les appels d'offres en amont pour faire un peu de dérisquage. Il y a sûrement les questions de... il y a toujours autant à financer, mais si on dérisque un peu plus, c'est peut-être un peu moins cher. Donc, on a ce retour d'expérience à faire et on a une mission d'inspection générale qui a été lancée. Et pour illustrer, donc, dans cette filière la plus mature, on a lancé, par le Centre d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, qui rassemble divers instituts du ministère, dont le CETMEF, bien connu en milieu maritime, l'identification de nouvelles zones propices pour l'éolien posé et pour les futures fermes pilotes d'éolien flottant. Et là, je m'en arrêterai là, je crois qu'on avait tous 6 minutes. Donc, je voudrais redire que après, en prenant l'exemple de l'identification de zones propices, à un moment, on passe la main au préfet, on va proposer à notre nouvelle ministre de signer une circulaire au préfet, au niveau des notions dites de façade, que ici on connaît bien, d'animer la concertation locale avec tous les acteurs, tous les usagers, dont certains sont présents ici, pour voir, et en faisant tout en une fois, en s'articulant avec les documents stratégiques de façade, dire là, on aimerait faire de nouvelles fermes posées, de nouvelles fermes, premières fermes flottantes. Ça pourrait être où est-ce qu'on sature, ou est-ce qu'au contraire, on a des possibilités. Et là, c'est évidemment un des moments où la concertation est extrêmement importante, mais je crois que tout le monde l'a dit, sur ces filières nouvelles, la concertation, elle doit avoir lieu sur tout ce qui est le développement de l'accompagnement, infrastructure logistique, infrastructure de services portuaires, formation adaptée aux nouveaux métiers, mobilisation des PME sous-traitantes. C'était un des critères. La base industrielle, c'est fortement regardé, ça avait été dit par Benjamin Galzo au niveau de la DG6 sur l'appel d'offres éolien posé. On peut avoir l'impression qu'on va passer du vœu au vœu réalisé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une mobilisation derrière. On n'a pas que les grands leaders du consortium qui vont faire et qui se produire, qui restent se fournir un peu, entre guillemets, n'importe où, mais qui ont trouvé et qui ont à la fois suscité, ils ont cherché, suscité et trouvé chaussures à leurs pieds. C'est évidemment quelque chose qu'il faudrait aussi développer quand on passera sur l'éolien flottant et sur l'hydrolien. Là, on va avoir les fermes pilotes, vous le savez tous. Et après, si on passe en commercial, il faudra aussi qu'on continue. Ce serait quand même assez idiot d'avoir suscité la R&D, mais qu'on n'arrive pas ensuite à transformer la R&D en industrialisation à peu près localisée, même si évidemment on a certains critères qui font qu'on ne peut pas faire totalement du dirigisme là-dessus. Donc je réinsisterai sur la coordination des acteurs et essayer de faire circuler l'information,
j'en profiter pour finir en remerciant par le CERN de nous avoir accueillis, mais aussi tous les acteurs. 25 acteurs ont répondu. On avait fait une demande d'information pour que les gens nous exposent leurs idées, leurs stratégies sur les prochaines étapes du développement de l'éolien flottant. On a 25 acteurs, industriels ou fédérations professionnelles, qui ont répondu entre décembre et mars. On est en train de synthétiser la réponse. Et évidemment, il faudra en déduire des plans d'action et les partager avant de les proposer aux décideurs. Donc voilà, en quelques mots, par rapport à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Michel. Donc, je rappelle que vous êtes directeur général de la direction de l'énergie et du climat du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Donc merci pour toutes ces informations que vous nous avez données. Dernier intervenant, donc Christophe Clergeau, qui est premier vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire. Vous êtes très impliqué, on le sait tous, dans le développement des énergies marines renouvelables. On a pu lire récemment de vous une tribune dans Le Monde sur l'Airbus de l'éolien. Je crois que vous dites souvent que pour gagner, il faut être compétitif. Alors, la question, elle est facile, hein. Comment gagner en compétitivité pour gagner avec ces énergies marines renouvelables? Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de me retrouver, moi, ligérien, ici en Basse-Normandie, puisqu'il y a 2 ans, les élus bas-normands étaient venus au Carnet voir la première éolienne Alstom en site d'essai à terre. Donc aujourd'hui, je rends l'appareil et on est 2 régions cousines dans le domaine des EMR. Peut-être qu'une des conditions pour être compétitif, c'est qu'il y ait une vraie reconnaissance et un vrai pacte entre l'État et les régions sur la question des énergies marines renouvelables, comme la question des énergies renouvelables en général. Parce qu'on doit marcher sur ces 2 pieds. Il y a besoin d'un cadre national, je vais en dire un mot, mais les régions, avec les autres collectivités, portent des écosystèmes territoriaux de R&D, de formation, de coopération des PME, qui sont essentiels pour la performance de la filière. Aujourd'hui, cette reconnaissance est faible ou n'existe pas. Les comités maritimes de façade sont peut-être une des premières scènes où ce travail collaboratif entre l'État maritime en région, préfet maritime, préfet de région, et les collectivités, l'ensemble des autres acteurs peut se faire, mais c'est extrêmement récent. Et quand on discute des stratégies nationales, on aimerait que cet échange puisse être réellement collaboratif. Alors qu'est-ce qu'on attend du national? Qu'il y ait des feuilles de route stratégiques, énergétiques, industrielles, de R&D. France Énergie Marine est un outil national, donc il a toute sa place dans ce cadre. Qu'on ait des cadres sécurisés de développement de la production des EMR. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on peut se féliciter du cadre des appels d'offres tel qu'il a été développé pour l'éolien posé, parce que c'est un des rares cadres en Europe qui permet à la fois de donner de la visibilité aux industriels et aux territoires, de maîtriser l'impact pour le consommateur ou la dépense publique, et si on en croit les derniers documents qui circulent, de rester parfaitement compatible avec les nouvelles règles qui encadrent les aides d'État en matière énergétique au niveau européen. Donc les appels d'offres, c'est très bien. Avoir renforcé la part industrielle dans les appels d'offres, c'est très bien. Mais il va falloir aller au bout sur la gestion de l'appel d'offres numéro 2. Et nous, région Pays de la Loire, je parle que pour la mienne, on plaide dans la transparence pour une décision que j'ai entendue dans la bouche de 80 ou 90% des gens qui sont dans la salle, que chaque consortium ait un parc et qu'on ait une cohérence des filières industrielles et logistiques sur l'Atlantique et sur la Manche. Je donne un seul exemple sur le port de Saint-Nazaire. C'est le même endroit qui doit servir de hub logistique pour les 2 consortiums. Il suffit qu'il y ait 6 mois de décalage sur le premier parc pour que le territoire soit inutilisable pour le deuxième. Est-ce que la France va s'exposer à ce type de risque qui pourrait nous ridiculiser aux yeux de l'Europe, ou est-ce qu'on va prendre, mais je suis tout à fait confiant pour cela, des décisions parfaitement pragmatiques? Alors, nous, du coup, en tant que région, sur nos cœurs de compétences, on a bien sûr la question des formations, des compétences humaines, des qualifications, qui est centrale. On a aussi, et monsieur le représentant du COREPEM l'a dit en détail, à créer les conditions a priori de l'acceptabilité sociale et du partage d'un projet de territoire qui intègre les EMR. Donc, y compris quand on parle du futur appel d'offres de 2015, les délais sont très brefs. Au moment où il n'y a pas encore de transmission d'études sur les scènes régionales, pour avoir un vrai débat
dans les CMF un vrai croisement avec les industriels du tourisme, avec les acteurs de la pêche, avec les autres acteurs, et pour construire des dynamiques territoriales qui soient robustes et qui évitent derrière les conflits politiques, sociaux ou les conflits juridiques ou qui les minimisent. Donc il faut vraiment qu'on trouve un processus qui soit beaucoup plus mobilisateur, beaucoup plus constructeur de consensus territorial et copiloté par l'État et les régions pour qu'il soit totalement efficace. Ensuite, nous, on réclame que l'on parle beaucoup moins, je vais peut-être être un peu provocateur, beaucoup moins de technologie, beaucoup moins de R&D, beaucoup plus d'industrie et beaucoup plus d'emplois. La spécialité française pourrait être la neutralité technologique, qui à mon avis est la pire des erreurs à faire dans le domaine des énergies marines renouvelables. Non, toutes les technologies ne sont pas au même niveau de développement, de maturité, de potentiel économique. Il faut faire des choix extrêmement clairs si on veut être efficace. Et bien sûr, sur chacune des technologies, dont l'éolien posé, il faut faire de la R&D. Et M. Derouk a montré des exemples de R&D opérationnels sur le cycle de vie des parcs qui est importante. Mais il faut aussi de la rupture de compétitivité sur la performance industrielle et sur la chaîne de valeur d'installation et d'exploitation des parcs. Et ça, aujourd'hui, c'est le non-dit du débat national. Même s'il y a eu des progrès, ça reste encore compliqué de faire travailler ensemble les grands industriels et les clusters de PME. Même s'il y a eu des progrès, ça reste très difficile d'avoir de la visibilité sur la chaîne de valeur maritime, les bateaux dont on aura besoin, l'aménagement des ports, l'impact de l'aménagement des ports sur les activités de pêche, les métiers de la mer qui vont être concernés, où vont se construire ces bateaux, est-ce que les chantiers qui vont les construire sont prêts ou pas. Aujourd'hui, les réponses ne vont pas suffisamment rapidement, même s'il y a un vrai dialogue qui existe. Donc, on nous parle beaucoup de R&D. Moi, j'ai un industriel de la région qui a divisé par 2 le prix d'un jouet en plastique en remplaçant les vis par des clips. C'est comme ça qu'on concurrence aussi les Chinois. Alors, on ne va pas mettre des clips sur les éoliennes. La comparaison n'a pas de raison. Mais c'est aussi dans les savoir-faire de la chaîne industrielle, dans le redesign des pièces, dans le redesign des process de production, dans la mobilisation des compétences des salariés, qu'on va avoir des résultats. Il faut remplacer les cost-killers qui demandent aux PME 10% en moins par du co-développement qui aménage des 20, 30 à 40% de compétitivité dans la qualité du process industriel. Ça, c'est un changement de culture absolument urgent si on veut réussir. Puis avant-dernier point, je reviens à ma question de la neutralité technologique. Il faut faire des choix clairs et puis il faut peut-être les répartir entre territoires. On est ici dans un territoire qui va avoir des usines éoliennes, mais qui va avoir une spécialité forte sur l'hydrolien. Nous, en Pays de la Loire, on aura aussi des usines éoliennes et des centres de R&D éoliens. Ça nous paraît très bien que la Basse-Normandie prenne la main et concentre des compétences sur l'hydrolien. Et si les choix technologiques et d'investissement territorial en Basse-Normandie sont 80-20 hydrolien, éolien, et que nous, c'est 80-20 éolien et haute technologie, on sera plus efficace ensemble. Donc assumons ces choix, assumons-les dans une mise en réseau des régions. C'est ce qu'on va faire demain, plusieurs régions françaises en fin d'après-midi, pour dire comment on va travailler ensemble, dans un dialogue structuré entre l'État et les régions qui n'existe pas. Et puis je termine par un des points de votre question initiale. Faisons-le ensemble au niveau européen. Est-ce que Areva, Alstom, Siemens, Vestas et d'autres, avec les énergéticiens, sont capables de coopérer au niveau européen? Ce que j'avais dit dans cette fameuse tribune dans Le Monde, c'est effectivement ne cherchons pas à faire un Airbus des énergies marines renouvelables à travers simplement des recompositions capitalistiques des groupes. Prenons des sujets non compétitifs, collaboratifs, où on peut faire de la R&D ensemble. Et les uns et les autres en ont évoqué plein. Tout le monde est concurrent sur le générateur et sur la nacelle, mais les grands industriels et les énergéticiens ne sont pas concurrents sur les fondations, sur la liaison au sol, sur la chaîne de valeur de l'électricité pour les questions de raccordement, alors que l'éolienne elle-même fait autour d'un quart de la valeur d'un parc. Donc est-ce qu'on va continuer à ne parler que de la concurrence sur le quart de la valeur d'un parc en renonçant à parler des 3 quarts sur lesquels on peut coopérer sur le parc lui-même et sur le cycle de vie avec l'ensemble des acteurs de la mer et l'ensemble des acteurs
des industries maritimes. Donc aujourd'hui, il y a une opportunité sur Horizon 2020. Le partenariat public-privé sur Horizon 2020 sur le bateau plus vert et plus sûr, c'est plus de 600 millions d'euros. Est-ce qu'on veut capter cet argent-là pour accélérer la compétitivité européenne sur l'éolien en mer, l'éolien posé aujourd'hui, l'éolien flottant demain, parce que c'est ça la priorité absolue, et pour avoir derrière la possibilité d'aller à l'export? C'est des questions qui sont urgentes, qu'on repousse trop, on se disperse trop sur les technologies, et on devrait aller à fond sur la question de la compétitivité de l'industrie mature qui est celle de l'éolien en mer aujourd'hui. Merci infiniment Christophe Clergeau. Alors, je ne vous pose pas une question, je crois que vous avez surtout une annonce à nous faire pour terminer cette seconde table ronde. Là, c'est une annonce désespérée, parce que je vais être obligé de décevoir Madame Girardin, qui nous appelait l'année prochaine à se rendre en Polynésie. Alors c'était une perspective réjouissante, donc je vais vous désespérer tous, mais j'espère que vous allez, comme on dit qu'on va dans le Nord maintenant, que vous allez venir à Nantes l'année prochaine pour les 2e Assises nationales des énergies marines renouvelables, avec un regret pour la Polynésie, mais que vous en repartirez enthousiasmés par ce que vous aurez vu et partagé ensemble, et puis ça vous donnera la possibilité de penser à la Polynésie pour d'autres années futures. Il y a de très beaux écosystèmes territoriaux en France. Nous, on prétend que le nôtre est le plus beau, mais on pense toujours qu'on habite la plus belle ville du monde. Donc on vous invite tous à venir découvrir ce qui se passe en Pays de la Loire pour les assises de la mer et de l'économie maritime début décembre, et pour Tétis et les assises des énergies marines renouvelables l'année prochaine en 2015. Merci beaucoup. Alors je crois qu'on peut remercier effectivement l'ensemble des intervenants. Merci d'être venus, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Je voudrais également remercier chacun d'entre vous pour votre présence, votre participation. Alors j'espère que ces 2 tables rondes auront permis effectivement là encore plus de dialogue entre les différents acteurs et que cela va permettre d'accélérer effectivement le développement de ces filières extrêmement prometteuses.